Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Karine Schrenzel, CEO et cofondatrice de Shop Invest, où elle me fait la gentillesse de me recevoir. Shop Invest est une structure qui regroupe différents sites marchands ayant une position forte sur des marchés verticaux comme les bijoux ou la lingerie. Donc bonjour Karine, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, donc Karine Schrenzel, je suis comme tu l'as dit présidente des Trois Suisses qu'on a repris récemment et cofondatrice du groupe Shop Invest, groupe de e-commerce. D'accord, donc avant qu'on aille plus loin et que tu nous expliques ce que fait Shop Invest et ce que tu fais avec les Trois Suisses, tu peux nous raconter un peu ton background ? Tu as un profil plutôt commercial, ingénieur ? Oui, alors j'ai commencé par une école de commerce. Après, je me suis dirigée vers le conseil en stratégie. Donc, j'étais chez McKinsey dans un grand cabinet de conseil, puis dans un fonds d'investissement, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, si j'en crois ton profil LinkedIn, en 2006 ? 2007, oui. 2007, ouais, c'est ça. Tu es passé chez McKinsey. Tu avais un rôle de consultant. Est-ce que ça t'a servi d'école un peu, ce grand cabinet ? Est-ce que c'est... souvent, on entend dire des gens qui sont passés par là, ça m'a permis d'apprendre une forme de rigueur, d'organisation, une méthodologie de travail. Est-ce que toi, tu partages ce constat ? Oui, bien sûr, c'est une véritable école d'un point de vue méthodologie, d'un point de vue structure, rigueur. Ça nous permet de voir différents secteurs, différentes problématiques. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue assez large du business, que moi, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, de rencontrer des gens aussi très intéressants, avec une exigence assez élevée. Et moi, ça me plaît. Et voilà, j'en ai retiré énormément. Mais j'avais envie de faire et de continuer dans quelque chose de plus où j'ai apporté quelque chose de plus concret au quotidien. Plus opérationnel. Les clients, c'était quel type de clients ? Les grands CAC 40 ? C'était plutôt les grandes entreprises du CAC 40. D'accord. Donc ça t'a permis de découvrir plein de secteurs différents, d'apprendre une méthodologie. Ensuite, tu fais un petit passage dans un fonds d'investissement. Absolument. Je dis petit parce que je crois que c'est 1 an, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. C'est pas très concret, un fonds d'investissement. C'est très concret en termes de finances, donc ça m'a permis vraiment d'avoir de vrais bagages solides financiers, de rencontrer notamment un entrepreneur absolument hors norme, et c'est ce qui m'a le plus plu, et donc finalement de me recentrer vers ce que j'avais vraiment envie de faire, à savoir l'entrepreneuriat. Et donc cet entrepreneur hors norme Patrick Drahi. Oui, effectivement. On peut dire que c'est un mentor pour toi ? Pardon ? C'est un mentor ? C'est un mentor, oui. C'est un exemple, ça c'est certain. Tu as de la chance de l'avoir croisé. Donc pendant 1 an, tu apprends un peu la finance, enfin le financement des projets entrepreneuriaux, j'imagine. Et puis... surtout les financements, comment structurer... toute la partie financière, les BP, etc. Donc, c'était très intéressant. Mais sur des problématiques de levée de fonds ? Pas forcément. Non, pas forcément. C'était quand même des deals à taille déjà tellement énorme que c'est pas au niveau levée de fonds. En tout cas, comme nous, on le voit après quand on lève des fonds au départ. Bon, donc, l'envie entrepreneuriale, tu as besoin de la concrétiser. Donc, en 2007, tu lances Shop Invest. Comment ça se passe en fait cette envie ? Avant que tu nous décrives ce que c'est que Shop Invest, quels sont tes moteurs ? C'est quoi ? Ton envie, elle vient d'où ? Tu as commencé à y répondre en disant que tu voulais que ce soit concret. Mais comment tu as fait évoluer cette réflexion pour finalement créer cette boîte ? En fait, alors déjà au tout début, c'était pas encore Shop Invest, c'était Men Corner. J'avais créé un site de cosmétiques pour hommes en me disant tiens, c'est intéressant, c'est une cible très cyberacheteuse qui au départ on vouait la cosmétique pour hommes à doubler chaque année. Ça n'a pas été le cas avec le recul, mais c'est justement aussi ce qui fait partie des challenges au quotidien. Mais voilà, c'était voué à une très forte croissance. Donc j'ai créé un premier site de e-commerce de cosmétiques pour hommes, Men Corner, qu'on détient toujours et qui fait partie du groupe. Et alors pourquoi je crois que j'avais vraiment... D'abord, c'est le challenge. C'est, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est des nouveaux challenges. C'est de fédérer autour d'un projet, c'est de construire une équipe, c'est de mener une équipe vers une vision commune. C'était
pour moi vraiment l'envie, clairement, de bâtir quelque chose. Je pense que je suis une bâtisseuse, si on peut dire. Voilà. Ouais, c'est bien, t'es une doeuse. Les cosmétiques pour hommes, c'est singulier comme business. Enfin, Oui. t'as pas lancé, je sais pas, des chaussures, des vêtements ou je sais pas quoi, quelque chose de classique, cosmétique pour hommes. C'est parce que c'était une opportunité, tu voyais il y avait quelque chose dans le marché à combler ou Alors comment ça t'est venu? oui, sur le moment, c'était vraiment l'opportunité de marché. Il n'y avait pas d'acteur de cosmétiques pour hommes, tout court, en fait. On pouvait acheter de l'homme chez Sephora, mais on ne se sentait pas vraiment dans un univers très masculin dans ces boutiques-là. Je te confirme. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a une vraie opportunité de marché. Comme je te disais, avec le recul, le marché est resté plus petit que ce qu'on avait espéré. Donc voilà, mais c'est comme ça que je pense que si tu parles à tout entrepreneur, il va dire que son business model a évolué, a changé, s'est transformé. Et voilà, finalement, je déroge pas à cette règle. Mais effectivement, c'était un marché... Et là, tu te lances toute seule? Je me lance seule, complètement seule. Les produits, comment tu fais le sourcing? Parce que j'imagine que tu vends. Alors quand j'ai quitté justement la place tranquille, entre guillemets, où tout allait très très bien dans un fonds d'investissement, pour aller me lancer toute seule dans la cosmétique pour hommes, un site de e-commerce, la moitié des gens m'ont dit t'es folle, d'autres t'es très courageuse. Moi je pense qu'il fallait les deux, donc probablement un peu des deux. Mais effectivement, donc là je me lance seule. Comment je fais en plus? Là t'es à Paris? Je suis à Paris. Ouais. Et en plus, alors peut-être certains diront que c'est le côté femme entrepreneur, ou peut-être au départ on ose moins, je ne sais pas. Mais je me dis, non, je ne vais pas lever des fonds tout de suite. Je vais d'abord montrer que mon business fait sens, que je fais du chiffre d'affaires. Donc je me lance avec mes propres deniers qui étaient quand même très restreints au début. Avec rien en fait. C'est-à-dire que je mettais de la cosmétique sur des étagères au-dessus de mon bureau. Et je faisais moi-même les colis, je les apportais moi-même à la poste, voire même je livrais quand je voyais que c'était pas trop loin dans Paris, certains de mes clients. Ah oui. Donc un vrai démarrage dans son garage, quoi. Et t'as pris une solution type PrestaShop ou quelque chose comme ça? Non, j'ai trouvé un freelance au début qui m'a monté le site. Ouais. Ça fait partie des choses, d'ailleurs, c'était à refaire. Je pense qu'il faut investir dès le début dans l'IT, parce que c'est aujourd'hui... Pour nous, c'est notre outil, c'est le cœur du réacteur. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut investir. Mais voilà, j'ai fait ce choix à l'époque. Et voilà, ça a permis quand même de démarrer. Mais donc, en fait, tu as acheté où les produits, le sourcing? T'es allé dans un supermarché? Non, c'est quand même pas. C'était peut-être le plus dur, c'est que j'ai contacté des centaines de marques. Ouais. J'ai essuyé des centaines de refus et heureusement il y avait quelques marques qui m'ont suivi dans cette aventure, certaines avec lesquelles je suis toujours partenaire, et d'ailleurs je suis reconnaissante pour ça parce que ce sont des marques qui m'ont suivi au tout début quand il n'y avait pas grand chose. Elles avaient peur de quoi, les marques? C'était par rapport à leur réseau de distribution? Alors d'abord réseau de distribution sur des secteurs plutôt sélectifs, donc il faut montrer patte blanche sur quand même le respect de l'environnement de marque, sur pas mal de choses. Donc au début, toutes les grandes marques, je n'ai pas réussi à les obtenir. Donc j'ai réussi à obtenir des plus petites marques, un peu des marques niches, et c'était très intéressant aussi. Ça permettait de se différencier finalement, donc sans regret. Et puis au bout de quelques années, j'ai réussi à obtenir une grande marque, et quand une vient, les autres suivent. En un mois, je les avais toutes. Et, c'est bien d'avoir un catalogue, même s'il est un peu restreint, donc tu as réussi à le composer, et puis après, il faut trouver des clients. Oui. Et est-ce qu'à cette époque-là, il y avait un besoin d'évangéliser le marché par rapport à la cosmétique homme? Oui, un peu, puisque on sait, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui utilisaient ou qui utilisent des cosmétiques de leurs femmes, de leurs copines, que sais-je. Donc oui, mais il y avait quand même déjà, quand même des clients récurrents. Là, tu as fait de l'acquisition traditionnelle? Donc là, j'ai fait de l'acquisition traditionnel pour le web. T'as payé? Voilà, j'ai acheté des mots-clés, comme beaucoup de gens quand on démarre. J'ai commencé à m'intéresser au SEO, auquel je connaissais absolument rien, mais que j'ai trouvé passionnant. Donc voilà. Donc tu es seule à faire un peu tout, les préparations de commandes, les expés, parfois même porter dans la boîte aux lettres du client le produit commandé. Ça dure combien de temps, ça?
Ça a évolué au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était moi. Après, j'ai constitué une petite équipe, c'est-à-dire une personne qui m'a aidée. Et donc, on faisait toujours les colis quand même au bureau. On avait pris un petit bureau à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure, on a arrêté de les déposer nous-mêmes. Quand même, on avait la poste qui passait. Puis, finalement, on a déménagé tout le stock vers une logistique. Enfin, voilà, ça a été vraiment progressif. Et puis, après 1 an et demi de chiffre d'affaires aussi, j'ai fait une petite levée de fonds. Mais j'avais déjà du business, du chiffre d'affaires et je me sentais à l'aise d'aller Et tu avais une forme de rentabilité ? Oui, dès le début. Donc, j'avais aussi cette idée qu'il fallait faire du e-commerce rentable, ce qui était complètement utopique à l'époque, voire limite un gros mot de dire je vais être rentable, ça se faisait pas du tout. Ouais. Donc, au bout d'1 an et demi, tu fais une petite levée. C'est combien une petite levée ? 200 000 euros. Ouais. Et ça te permet de faire quoi cet argent ? Ça me permet d'aller chercher un peu plus de consommateurs, plus de BFR aussi de produits, tout simplement. J'achète. Donc, tu as un décalage entre le moment où tu achètes et le moment où tu vends. Un peu, mais bon, je gérais quand même bien le stock, donc il y avait une bonne rotation. D'accord. Voilà. Et tu répondais aux clients quand ils te contactaient ? Bien sûr. Téléphone, email. J'adore, encore maintenant, j'aime bien en prendre de temps en temps, j'adore. Ouais. Je trouve que d'être au contact du client, c'est super, ouais, j'adore. C'est encore maintenant, de temps en temps à Noël, quand ça déborde et tout ça, j'adore m'y mettre. Et quand est-ce que tu continues comme ça, combien de temps en fait, en grossissant un petit peu, c'est-à-dire que tu jusqu'en 2011. Et en 2011, en fait, je me disais c'est super, mais quels sont les next steps ? J'avais envie de continuer à me développer fortement et je me dis ok, finalement les cosméticums ça croît pas autant que ce qu'on espérait. Il faut probablement que je regarde d'autres choses à côté. En parlant avec Olivier, qui à l'époque était mon mari, mais pas encore mon associé, on réfléchit, on échange. Et puis, les deux venant de finance et ayant fait de la finance et du conseil, on se dit, finalement, pourquoi pas faire du build-up, racheter d'autres boîtes qui font finalement aussi du e-commerce, donc pour lesquelles l'IT, la logistique, le service client, c'est la même chose concrètement, mais avec d'autres spécificités, comme ça, des verticaux sur d'autres segments de marché. Et donc, à ce moment-là, Olivier rejoint l'aventure et on s'associe. Cette idée, on la comprend intellectuellement, elle est très bien, mais sa mise en œuvre... Oui. C'est ce qu'on s'est dit. On l'a mis sur une slide et on s'est dit maintenant, il va falloir la mettre en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est notre savoir-faire et c'est pour ça qu'il y a certains deals qu'on a fait, on va y revenir, mais qu'on a réussi à mener où il y a eu des échecs auparavant et des choses comme ça. C'est parce qu'en fait, faire du e-commerce, c'est une chose, mais savoir intégrer, migrer rapidement sur une même plateforme technique l'ensemble des sites, etc., c'est encore un autre métier. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire là-dessus. Mais c'est vrai, quand on a démarré, on l'a un peu fait. On avait fait des slides sur comment on allait le faire. Et puis après, il y avait la réalité des choses. Et c'était encore... Ton mari Olivier, il avait un poste un peu comme moi. Il avait un poste, un très bon poste en finance dans un fonds d'investissement. Et il se dit avec toi, bon, je le lâche et je viens avec toi. Et ensemble, on va monter ce projet. Ouais. Donc là, s'il y avait encore des gens qui doutaient qu'on était fous, c'était bon. Ils étaient achevés. C'est bon. Vous dites donc, on y va. Ouais. Vous vous jetez à l'eau. Ouais. De quoi vous avez besoin pour mettre en œuvre ce projet ? Donc, on commence d'abord par regarder, il faut des cibles. Si on veut racheter des sociétés, il faut d'abord déterminer quel type de société, comment. Il faut de l'argent avant. Voilà. Et alors, les deux, j'allais dire les cibles, parce que l'un allait avec l'autre. Et deux, un projet clair et l'argent pour le mettre en place. Sauf que l'argent venait souvent avec des cibles réalistes et les cibles réalistes permettaient... Enfin voilà, donc c'était quand même aussi un cercle qu'il fallait avoir les deux, mais en même temps, on ne pouvait pas racheter la cible tant qu'on n'avait pas l'argent. Enfin voilà, donc c'était assez... C'est quoi le modèle de financement ? Non, mais déjà, notre vision, elle était de se dire, on peut être un acteur du e-commerce de taille significative et rentable. Ce qui, on était convaincus qu'on pouvait y arriver. Préalable. Voilà, et on s'est dit, on peut avoir ce genre d'acteurs qui seront multisites, donc taille significative et rentabilité, en étant très exigeants sur le sourcing, le produit, le prix juste, des forts investissements techno et IT, parce que c'est quand même, je l'ai dit, mais le cœur du réacteur pour moi, et un savoir-faire mutualisé et des compétences partagées.
Voilà. Et donc, on se lance. Vous trouvez une première cible ? On se lance, on trouve une première cible, le Bijourama, qu'on a maintenant depuis 2011, fin 2011. Donc, vous le trouvez comment ? Alors, les premiers, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a des dossiers entrants très, très souvent, mais les premiers, évidemment, personne ne pensait à nous. Hein. Et donc, là, on a envoyé des lettres, des mails à tous les petits cabinets de fusion-acquisition, à des sites. On s'est dit, on envoie. Et donc, on aimerait bien vous racheter. On pense qu'il y a... Oui, alors un peu plus subtilement que ça, mais oui. Bien sûr, mais voilà, on pense absolument. que vous êtes éligible à devenir une build-up. Ouais. Devenir quelque chose de plus gros, ouais. Et on vous propose de vous accompagner. Ouais. C'est ça. Et à ce moment-là, il y a un cabinet de conseil de fusion-acquisition qui nous dit j'ai une cible intéressante pour vous, rencontrons-nous. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les premiers, donc Bijourama. Donc là, vous avez le dossier en main. On a le dossier en main. En même temps, en parallèle, on fait la levée de fonds. Donc là, comment vous faites ? Vous allez voir qui ? La levée de fonds, alors, on avait la chance d'avoir travaillé dans des milieux quand même, où il y avait... vous étiez introduit. Alors, introduit, non, parce qu'on n'a pas été voir des fonds, mais très concrètement, on a été voir nos anciens patrons. Et on leur a dit, voilà ce qu'on veut faire. Et ils nous ont suivis. Donc, c'était sympa, parce qu'en plus, ils nous connaissaient, ils nous avaient déjà vu travailler, ils nous avaient vu dans le business, et ils nous ont dit, OK, on vous suit. Mais à titre perso, c'était pas... et donc, on a levé les fonds. À peu près dans le même timing, quelques mois plus tard, on a racheté Bijourama et Olivier a démissionné. Tout ça en quelques mois. Oui, donc ça a été bien organisé quand même. Vite, mais très rapidement. Dense, très rapidement, dans un peu de... il y avait mais c'était bien organisé, donc vous avez le financement, vous avez la cible, donc vous rachetez Bijourama. Oui. Mais c'est là que commence l'aventure. Oui. Parce que ça, c'est le début. Préalable à continuer la suite de la... Enfin, à la commencer réellement. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment vous faites ? Bien sûr. Non, vous avez des bureaux ? C'est que le début. Oui. Là, on avait quand même déjà depuis un petit moment les bureaux, une petite équipe, mais une équipe, la logistique, etc. Mais on se dit, surtout, la réussite, ce sera de savoir vraiment travailler sur une plateforme commune qui est reliée à... donc, on investit déjà sur l'IT, on se dit c'est ça qui fera le succès, c'est de migrer sur notre plateforme technique et non pas de faire coexister 2 plateformes techniques, puis peut-être 3, puis 4 par la suite. C'est les plateformes front-end dont tu parles, non, on a tout développé en interne. C'est notre solution propriétaire qui est multi-site, multi-devise, multi-langue, multi tout ce qu'on veut. Et on croit déjà à ça dès le début et on investit là-dessus dès le départ. Donc vous recrutez des ressources ? On recrute, on recrute, voilà. Et donc là démarre l'aventure. Donc avec tout à faire, comme on dit, quand on était en fonds d'investissement, quand on signe un deal, le lendemain c'est la fête et puis on a le droit de se reposer. Là c'est l'inverse. À 6h du matin, on signe la veille à 3h, mais là à 6h du matin, on est sur le pont pour dire maintenant on a les clés, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on change, où sont les... Voilà. Donc c'est... Là les équipes, elles étaient basées à Paris ? Non, elles étaient pas. Bijourama n'était pas basé à Paris, donc là, on recrute, on va sur place, c'est plein d'anecdotes. Avec les dirigeants en poste, ou les 4 dirigeants, comment ça se passe ? Qui ont fait un petit accompagnement, qui voulaient céder leur société, donc c'est le début de la première acquisition. La première acquisition qui se passe bien. Ouais, vous arrivez à obtenir les objectifs. On arrive à une belle croissance, donc ça se passe bien. Et là, on se dit ouf, ce qu'on a vendu et ce qu'on a écrit sur le slide, ça se vérifie quand même un peu, parce que c'est ça la vraie crainte au tout début. Et on apprend, parce que honnêtement, aujourd'hui, on se rend compte que la migration technique qu'on avait faite à l'époque, on a heureusement que c'était... on s'est un peu professionnalisé depuis sur les process, sur plein de choses, mais bon... Elle se fait, dans un peu plus de douleur que ce qu'on sait faire maintenant, mais elle se fait. Et puis, on continue à continuer justement à vraiment avoir cette force de se dire, finalement, la logistique, on va aussi la mettre au même endroit, le service client, on va le mettre au même endroit, l'IT, on va mettre au même endroit, et les personnes spécialistes du SIA vont travailler sur les 2 sites, les personnes... tu mutualises en fait les ressources internes et... les prestats qui travaillent pour toi, parce que la logistique, tu ne l'as pas internalisée. J'imagine que tu utilises un logisticien, mais tu mutualises tout ça. Oui. Les premiers résultats, ils sont tangibles tout de suite ? Non,
déjà toute la phase entre guillemets de migration. On est plutôt flat, puisqu'on est plus dans un système où il faut déjà reprendre la main sur les outils, reprendre la main sur la logistique, reprendre la main sur tous les process, améliorer certaines choses, etc. Donc le début, il est plutôt, je dirais, c'est un peu vieux, mais il y a 7-8 mois plutôt. C'est rapide quand même. Ouais, alors bon, on est très. Ouais, ça, je pense qu'on a cette fibre, on peut dire agilité, puis on a envie que tout est. Enfin, moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est que tout va vite. Moi, j'adore, c'est ce qui me fascine. Donc, ça, c'est la phase de lancement de Shop Invest, quelque part. Ah ouais, absolument. On a constitué Shop Invest avant de racheter les Bijourama pour ensuite y loger l'ensemble des. Donc là, vous apprenez et vous validez le concept qui a été le vôtre dès le départ. Oui. Vous allez rentrer dans une autre phase avec ça. C'est une phase peut-être de croissance. Vous allez racheter d'autres sites. Ça se passe. Comment vous faites? Toujours dans les bijoux? Oui, alors on continue dans les bijoux. Alors aujourd'hui, on a donc donc récemment les 3 Suisses, mais on a 4 pôles. On a les bijoux, la déco, puisque très rapidement on part sur un site de déco, Déclic Déco. Très rapidement, ça veut dire combien de temps après 2015. Donc 4 ans après l'achat de Bijourama. Alors on a fait d'abord. On a eu plusieurs rachats dans l'ordre, je ne sais même plus s'il y a eu Comptoir de l'Homme, qui était le seul concurrent en Cosmeticom que nous avions à l'époque. D'accord. Donc c'est simple, j'avais créé Men Corner et j'avais un concurrent depuis le début qui était Comptoir de l'Homme. Donc on a racheté notre concurrent. Ensuite, donc Déclic Déco. On a poursuivi par SoFactory. Entre les deux, on a racheté Mode in Motion, qui est un autre site de bijoux et montres, ainsi que Lookeor, qui lui est un spécialiste du charms. Donc là, ça devient technique sur le bijou, mais c'est tous les bijoux composés qu'on peut, qui marchent très bien avec un bracelet. Et on met tous les petits charms, les petites perles autour. Après, on a continué sur la lingerie. Mais alors, à chaque fois, vous avez répliqué la recette de départ. Oui, en l'améliorant. En l'améliorant. Ça veut dire que vous n'êtes pas retourné voir vos anciens patrons pour leur demander de financer à chaque fois les nouvelles acquisitions. Non. Vous avez une approche un peu différente? Non, on a eu cette vision qu'on avait depuis le début qui était d'être rentable et donc on était aussi on générait du cash et on a autofinancé une partie, ce qui était quand même génial. Une belle performance. Et ça c'était vraiment je pense un de nos succès et on a mis de la dette pour une autre partie puisque les banques nous ont suivis à partir du 3e deal quand ils ont vu que les 2 premiers étaient quand même plutôt bons. Et le premier ils nous ont dit non, le deuxième ils nous ont dit non, ils ont réfléchi un peu, mais ils ont quand même dit non. Et le 3e, ils nous ont suivis. Et donc, à partir de là, on a fait de l'autofinancement, de la dette, et voilà. Et donc, on n'est pas retourné voir à chaque fois les investisseurs. La taille des acquisitions que vous faites en chiffre d'affaires ou en ressources, elles sont toutes à peu près... Non, justement, on a grandi avec notre aventure. La première, c'est 800 000 euros. Bijourama, puis après on fait des deals à 1-2 millions et puis jusqu'à 3 Suisses récemment. Donc les chiffres ont aussi, je pense qu'on avait besoin de valider le modèle. Donc le tout premier déjà, Bijourama à 800 000, on se disait c'est déjà bien, enfin. Bien sûr. Donc à l'époque, quand on a acheté, c'était 800 000 euros. Donc voilà. plus vous avancez dans le temps, les acquisitions sont plus conséquentes, plus grosses. Ça veut dire aussi des enjeux qui peuvent changer, des challenges qui sont nouveaux, je ne sais pas, en termes RH ou en termes gouvernance ou mutualisation. Comment tout ça se passe ? Oui, mais en fait, c'est quand même les mêmes problématiques en réalité. C'est-à-dire que le plus compliqué peut-être, hormis après, il peut y avoir des sujets plus organisationnels, mais c'est la migration technique, c'est ensuite de mutualiser la logistique. Enfin, ça reste, en fait, on se rend compte que justement, chaque fois, on améliore un peu la migration
pour préserver au maximum le SEO, parce que c'est le gros sujet aussi. Enfin, voilà, mais ça reste les mêmes problématiques qu'on maîtrise en fait au fur et à mesure mieux à chaque fois. Donc à chaque fois, la logistique... Voilà, après, il peut y avoir des vrais sujets. Quand, par exemple, on s'est lancé dans la déco et le meuble, c'est la première fois qu'on a de la logistique différente. C'est pour ça que j'allais te parler de la logistique. C'est pas pareil que les pots de crème. Voilà, alors pot de crème, petits bijoux ou soutien-gorge, honnêtement, c'est à peu près la même pareil. logistique. Voilà. Mais le hors-gabarit, c'est pas le même. Voilà, dès lors qu'on commence à shipper des chaises ou du canapé, c'est un petit peu différent. Donc là aussi, on apprend. Mais je pense que c'est ce qui nous anime au quotidien, Olivier et moi. Donc, c'est d'apprendre de nouvelles choses, c'est de découvrir, c'est le challenge. Donc, ça nous amuse à chaque fois. Mais à chaque fois, à t'entendre, on a l'impression que c'est une fête. Non, il y a forcément des moments, rassure-moi, où vous avez des doutes, des échecs. Plein de moments. Déjà, la première leçon quand même de tout ça, ce que je disais, c'est par exemple, sincèrement avec le recul, Men Corner, c'était peut-être une erreur parce que de se lancer sur ce marché-là, alors que c'était une période où on aurait pu se lancer sur un marché direct énorme et prendre des... Enfin voilà, comme c'était sur un marché restreint, j'avais beau prendre 5 points ou même peut-être 8 points de part de marché, ce qui est déjà énorme pour un acteur. Le marché était petit, quoi. Donc, première erreur. C'est une erreur ou alors c'est plutôt un apprentissage? Les deux. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu te lances. Après, oui. On ne peut pas dire que tu avais un track record très fort dans les activités e-commerce juste avant. Non, je découvre. Donc voilà, mais donc il y a eu ça. Des moments durs, on en a eu plein. Des deals d'abord qu'on n'a pas fait aussi, parce par exemple, 3 Suisses, on l'a fait aujourd'hui. Mais en 2016, on a travaillé pour l'avoir. Puis au final, à la fin, on nous a dit, vous étiez plus que 2, mais on a pris l'autre, quoi. D'accord. Après 6 mois de boulot, c'est... voilà, c'est une déception forte. On a eu alors des mésaventures. On a eu l'entrepôt inondé où on a dû pendant la scène qui est montée et qui avait inondé entièrement les entrepôts. Et on a cru qu'on allait fermer la boîte parce qu'on a dû jeter 800 000 € de stock à la poubelle. Là, c'était le vôtre? C'était le nôtre. On venait de le racheter. En plus, juste après avoir racheté SoFactory, l'entrepôt a été inondé. Donc on a eu des mésaventures. On en a eu plein. Des moments mais ça fait durs. partie de la vie d'entrepreneur, parce que c'est facile de raconter l'histoire avec le beau paquet cadeau et le gros nœud dessus, mais la réalité, c'est d'abord c'est dur et que c'est beaucoup de persévérance, de stress, de beaucoup de choses, c'est certain. Puis aussi la difficulté au tout. Il y a plusieurs phases de difficulté. Il y a le lancement, parce que quand même, moi je me rappelle toujours quand j'ai appelé. Je l'ai dit aujourd'hui avec le recul facilement, mais quand on appelle 100 fournisseurs qui vous raccrochent au nez, genre non, merci beaucoup, mais rappelez-moi quand vous ferez du chiffre. Oui, mais 100 fournisseurs, je vais pas faire du chiffre. Oui, mais voilà. Donc voilà, ça c'est quand même une période dure. Et puis je vous dis après, voilà, quand on a un entrepôt inondé, qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ça c'est des périodes hyper dures. Voilà, enfin il y en a tout un tas tout au long quand il faut. Voilà, mais je pense que la clé de tout ça c'est la persévérance. Moi j'en suis convaincue, mais voilà. T'es à l'aise avec l'idée de travailler avec ton mari? Moi, j'adore. Je comprends que des gens nous disent « Mais vous êtes complètement dingue, comment vous faites ?» Non, mais ça se conçoit. Mais vous aviez un parcours qui était parallèle. Oui. Et puis qui s'est rejoint dans l'entrepreneuriat. Oui. Là, pour le coup, il y a une vraie sortie de zone de confort. Oui. À la maison, vous continuez à parler business, forcément. Alors, on a la chance d'avoir 3 enfants très agités, donc ils nous coupent en permanence, donc c'est pas plus mal. Non, mais c'est vrai que je pense sérieusement que les enfants font une transition, c'est-à-dire qu'on rentre et ils nous parlent de 1000 autres choses qui sont leur quotidien à eux, qui sont très importants pour eux, ce qu'ils ont fait pendant la journée, le Lego qu'ils n'ont pas réussi à finaliser, à construire, donc il faut les aider. Et des choses qui nous sortent de tout ça, moi je trouve que c'est heureusement et c'est super. Maintenant, c'est vrai que quand on a quand on est face au rachat de 3 Suisses quelques semaines avant, ou qu'on a des gros challenges comme ça, ou des stress importants, c'est évident que c'est difficile de couper parce qu'en plus, on partage le même. Donc, comment vous répartissez les responsabilités entre Olivier et toi? Alors, Olivier chapeaute plus particulièrement l'IT et tout ce qui est opération, donc logistique, service client, et moi, tout le marketing, l'acquisition de trafic et l'offre produit, donc tous les fournisseurs, et voilà. Comment
À propos de l'organisation, il y a une question qui me vient au sujet de la gouvernance chez Shop Invest. Comment ça s'organise entre les différents responsables de site? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quelqu'un ou non. Non, Comment justement, ça, c'est vraiment dans notre ADN, on essaie d'avoir vraiment une organisation totalement transverse et donc justement de ne pas segmenter par site. Vas-y, tu peux me dire un peu comment ça fonctionne? Donc par exemple, il y a des responsables de pôle, quelqu'un qui peut être notre responsable de pôle sur les montres et bijoux, il va être sur les montres et bijoux, mais il peut très bien acheter pour Bijourama, Mode in Motion, Look & Or ou 3 Suisses, dès lors que c'est de la montre ou du bijou. D'accord. Donc c'est par pôle d'activité, expertise, qui est un responsable qui va travailler pour différentes marques. Ça c'est d'un point de vue plus produit, etc. Puis après, vraiment, les gens au marketing sont transverses, l'IT est transverse, les opérations sont transverses. Donc voilà. C'est vraiment ça veut dire que tous les sites sont réunis sous une même coupole juridique, sous un même... ou c'est des BU séparés? Oui, ça peut être des BU séparés, parce qu'il y a une histoire, une construction, des rachats, etc. Donc pas forcément sur la même, sur la même entité, mais voilà. D'accord. On voit bien le chemin qui a été pris. Tu as commencé à en parler, les 3 Suisses. Oui. Donc une phase de lancement, un premier rachat, puis très vite, je ne sais pas combien de par an, 1, 2 par an, après vous rachetez, c'est quoi la fréquence? C'est ça à peu près? Oui, 1 ou 2 par an. 1, 2 par an. Et on arrive fin 2018, dans une phase qui pourrait peut-être être une phase de maturité, toujours avec une croissance soutenue dans ce que c'est que Shop Invest, avec le rachat des 3 Suisses. Tu as commencé à l'évoquer un peu, mais pourquoi les 3 Suisses, un généraliste, alors que vous aviez jusqu'à aujourd'hui que des verticales, vous étiez présent sur des marchés verticaux, avec une logique qui se défend complètement, qui consiste à dire, face à des grands généralistes, pour exister, il faut avoir une vraie singularité, une position sur un marché vertical le permet. Pourquoi un généraliste? Oui. Alors d'abord, ça dépendait, j'ai envie de dire, du généraliste. On rêvait de racheter les 3 Suisses à un moment, parce qu'on s'est dit que c'est une vraie marque patrimoniale. C'est une marque où on peut essayer de faire un e-commerce un peu différent, parce qu'il y a un vrai affect pour la marque. Il y a une notoriété évidente, ça, on le sait, mais au-delà de la notoriété, il y a un affect fort. C'est une marque vraiment où on s'est rendu compte par des milliers de messages quand on a racheté, de gens qui nous disent c'est super, on est derrière vous, on veut que ces marques françaises, c'est une alternative un peu française déjà. Et puis je pense qu'on peut aussi essayer de trouver un e-commerce un peu plus humain, parce que peut-être qu'on en parlera, mais les tendances quand même aujourd'hui vers le chatbot où il n'y a plus personne, il n'y a plus du... Enfin voilà, et c'est à nous de se dire sur 3 Suisses, on peut apporter ce supplément un peu humain, supplément d'âme, on appelle ça comme on veut. Il y en a qui parlent de relations conversationnelles, en fait, une vente conversationnelle, mais basée sur de l'humain, justement. Oui, mais voilà, et nous on se rend compte, par exemple, on a encore plein de gens qui appellent voilà, ça m'étonne pas. Voilà. Et parce que c'est 3 Suisses, on ne peut pas le faire avec n'importe quelle marque, je pense, mais une marque aussi forte et avec un tel affect français dans le patrimoine. J'ai envie de dire, c'est vraiment pour moi une marque du patrimoine français. Donc on en rêvait. En 2016, ça n'a pas marché, hein, je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Mais t'en rêvais, c'était très émotionnel. Oui. C'était pas rationnel. Non. Mais c'est pas grave, un entrepreneur, il est souvent intuitif, c'est un animal intuitif. Oui, bien sûr. Et donc, oui, c'était assez émotionnel, hein, c'est sûr. C'est une marque avec laquelle moi-même j'ai plein de souvenirs, avec ma grand-mère, avec ma mère, voilà. Et donc, quand en 2018, ça s'est représenté, on s'est dit... Parce qu'en 2016, vous aviez été proactif pour essayer de le racheter, on était venu vers vous? Non, on nous avait contactés, on était venus vers nous. Et puis, au final, je pense qu'il y avait pas mal de candidats. Et puis, à la fin, il n'y avait plus que 2 candidats. Mais voilà, nous, on n'a pas été retenus sur ce tour-là. Et donc, du coup, en 2018, justement, ils savaient qu'on avait été face à eux à la fin. Ils nous ont rappelés et à partir de là, on s'est dit, c'est intéressant. Et là, on était à fond. On s'est dit, on va peut-être l'avoir cette fois. Et voilà, on s'est pas laissé justement décourager par le premier, ce qu'on en parlait. Je pense que la persévérance, c'est un des points clés de l'entrepreneuriat. On s'est pas dit, ça va pas marcher. On l'a pas eu la première fois. On y était à fond. Et puis, ça a marché. Donc, fin 2018. On a racheté 3 Suisses. Là, c'est un énorme défi morceau. pour nous. Ouais, c'est un très gros morceau. C'est un énorme défi pour nous, clairement, puisque c'est
c'est une marque extrêmement forte d'un point de vue notoriété, d'un point de vue affect. C'est une marque qui a à peine quand même une certaine confiance de partenaires, de fournisseurs qui nous ont témoigné cette confiance lors du rachat. C'est aussi une marque qui a une base de données intéressante, évidemment, mais on le sait tous, et c'est un gros challenge aujourd'hui de la remoderniser, de lui redonner ses lettres. Elle gagne clairement pas d'argent. Elle gagnait absolument aucun argent depuis plusieurs années, voilà. On peut dire ça comme ça. Donc le challenge pour vous, c'est au travers de toutes les actions de remonter la marque et de trouver de nouveaux clients ou réactiver des clients. Oui. C'est de la rendre rentable. Bien sûr, parce que tu l'as compris, notre parcours, c'est pas de se dire on perd de l'argent tous les ans et puis c'est pas grave. Donc effectivement, on a un gros challenge devant nous, de lui redonner d'un point de vue consommateur un ADN très fort qu'elle avait pour le coup, qui était un ADN très moderne. C'est les trois Suisses qui ont inventé la collab. On le dit pas assez, mais aujourd'hui tout le monde se le reprend. Mais trois Suisses a inventé la collab avec Stark, avec Sonia Rykiel, etc. D'accord. C'était les tout premiers. C'est elle qui a mis une femme en couverture de magazine dans les années 60, qui était complètement avant-gardiste. Donc, c'était une marque hyper moderne et on veut retrouver cette modernité qu'avait la marque, et on veut aussi la remettre dans le salon des gens parce que c'était une marque justement qui faisait partie du quotidien. Elle faisait partie d'un des 2 catalogues qu'il y avait sur la table basse dans tous les salons, dans tous les salons en France. Et on est convaincu qu'aujourd'hui, on peut faire revivre une alternative e-commerce humaine et française. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a quand même un capital client. Il y a déjà une base client. Bien sûr, très importante. Oui. J'ai cru lire, parce que c'est public dans des interviews que tu as données, qu'il y avait 8 millions de personnes dans la base client et qu'il y en avait 2 millions d'actifs et qu'un de vos challenges, c'était de réactiver les autres. Oui. Je ne me trompe pas, c'est bien, j'ai bien lu. C'est bien lu. Elle est segmentée comment, cette base ? C'est une typologie qui ressemble à quoi ? Puisqu'on a l'idée, et peut-être que je me trompe complètement, que c'est un cliché que j'ai, que c'est poussiéreux, que c'est plutôt des personnes qui sont... pas d'une modernité extrême et plutôt dans des tranches d'âge élevées. Je me trompe ? Alors... D'abord, elle bénéficie vraiment d'une base hyper fidèle. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même, je pense, le plus compliqué pour une marque d'avoir des clientes des clientes parce que c'est surtout des femmes. Des clientes qui suivent et qui suivent l'histoire, l'aventure, et parce qu'elles aiment cette marque. La deuxième chose, c'est que le cœur de cible, pour répondre à ta question d'âge, etc., il est de 40-55. D'accord. Alors oui, c'est pas les millennials, si on doit Mais en fait, il n'y a pas qui est moins bien qu'un autre. Voilà. Mais en fait, par ailleurs, moi j'estime aujourd'hui qu'à 40 ans, on n'est pas vieux. Moi non plus. donc voilà, donc je pense que c'est aussi une image. Mais c'est une marque de proximité, c'est une marque populaire. Et au contraire, ça, on veut le garder parce que c'est pour ça, je trouve que c'est aussi une marque qui se dit que voilà, on peut se faire plaisir à des prix abordables, qu'on soit à Paris ou en province. Et moi, ça, je trouve que c'est aussi un vrai apport de la marque. Et c'est avant tout, je pense aussi, surtout, une marque, on le voit dans le logo, dans la couleur, dans plein de choses. C'est une marque joyeuse, c'est une marque audacieuse. Et donc c'est tout ça qu'on veut réactiver. Aujourd'hui, Karine, tu es également donc, PDG des Trois Suisses. Ça veut dire que tu as un rôle hyper opérationnel sur cette marque-là. Oui. Il y a peut-être, j'ai cru lire 40 personnes, c'est ça ? Oui, une quarantaine de personnes. Ouais. Elles sont basées où ? La plupart, donc nous on recrute aussi aujourd'hui beaucoup à Paris, donc ça c'est quand même aussi quelque chose de très positif parce que, comme tu le disais, c'est une boîte qui a perdu de l'argent, donc il y a eu des épisodes plus douloureux antérieurement, avant notre reprise. Là, aujourd'hui, on est parti pour la première fois depuis des années sur de la croissance et le fait de recruter des gens. Donc ça, j'en suis très contente. Et puis, oui, on recrute plutôt en ce moment ici. Et oui, j'ai un rôle très opérationnel parce que je pense que le e-commerce, c'est un métier de détail. On est des épiciers, au final. Il faut quand même rester humble là-dessus. Bien sûr, c'est plein d'opérations derrière. Et ce ne sont que des détails, que de l'opération. Et c'est la somme de ces détails qui font le succès. Mais c'est un métier de détail. Il faut savoir
bien sûr avoir une vision. Et donc, on peut en parler, mais on a lancé, parce que j'ai une vraie vision avec Olivier sur 3 Suisses, sur ce qu'on voulait en faire. Parce que je veux bien que t'en parles. Voilà, c'est une marque patrimoniale, mais c'est aussi savoir de redescendre de la vision et de se dire, je rentre dans le détail, justement, je réponds à 2-3 clientes parce que c'est intéressant de voir ce qu'elles me disent. Je regarde moi-même la campagne AdWords parce que je veux voir pourquoi il y a un truc qui ne va pas. Je regarde les balises pour voir ce qui se passe en SEO et tout ça. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne au quotidien, hein, c'est d'être très dans l'opérationnel et aussi et de pouvoir amener mes équipes. Voilà. Il faut faire. Pour répondre à ma question, pourquoi un généraliste ? Pourquoi un généraliste ? Parce que je pense que sur un généraliste comme 3 Suisses, encore une fois, il y a une vraie opportunité de créer un e-commerce différent. D'accord. Et comment vous arrivez à mutualiser ou à intégrer tout ce que vous avez fait avec les autres par vertical, il y a un socle IT fort. Avec les 3 Suisses, tu l'intègres aussi dans tout ça ? Ça répond à notre business model habituel, même si c'est avec une plus grosse taille de société. Et puis après, bien évidemment, on va bénéficier de notre savoir-faire sur certains secteurs. Enfin, on connaît très très bien la lingerie, la déco. C'est des secteurs sur lesquels notre connaissance marché, bien sûr, va venir nourrir les 3 Suisses également. Donc tu vas proposer les produits de tes verticales. Il y a des choses, des connaissances produits qui nous permettront de venir nourrir l'ensemble de nos sites, ouais. C'est un gros mot pour toi, Marketplace et 3 Suisses ou pas ? Non, c'est pas du tout un gros mot. Je pense que d'abord c'est le modèle que tout le monde a suivi pendant des années parce qu'Amazon le fait merveilleusement bien ou encore Alibaba aussi. Mais c'est juste que moi j'ai pas envie de forcément suivre cette voie-là. Pas parce que c'est un gros mot, mais parce que d'abord, j'ai toujours eu une vision, je te dis, je faisais de la rentabilité quand les gens me disaient il faut perdre un maximum d'argent. C'est comme ça qu'on réussit. Je te provoque un peu, c'est pour que tu puisses nous parler de la vision que Olivier et toi, vous avez. Oui, bien sûr, non, mais voilà, je te réponds sur là, on me dit il faut absolument faire de la marque. Et la première chose qu'on a dit, c'est alors on ouvre la marketplace. J'ai dit non, on n'ouvre pas la marketplace. Voilà, je pense que j'ai un espèce de contre-courant permanent qui m'anime. Et je pense que la marketplace est un business model fabuleux quand on est Amazon ou Alibaba qui, sur ce type d'offres, seront toujours les meilleurs, de proposer la plus large offre possible. C'est ce qu'ils font parfaitement bien. On ne va pas leur apprendre, on ne le fera pas mieux qu'eux. Il faut quand même s'en rendre compte, à mon sens. Et donc, au contraire, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, au contraire, d'un côté curation, de conseils, d'avoir une présélection, quelque chose qui vous correspond, des partis pris, une offre produit qui... Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'est dit, finalement, notre vision, c'est quoi pour 3 Suisses ? C'est au contraire d'avoir une offre non seulement avec un vrai parti pris, et non pas la plus large possible, qui reste aussi accessible pour tous. Et surtout, finalement, les 3 Suisses, c'est une marque patrimoniale qui appartient à tout le monde. Donc, on veut que nos clientes participent à la renaissance de 3 Suisses. Et ce qu'on a fait, c'est que dès le rachat, en janvier, j'ai lancé une grande conversation en fait avec nos clientes et avec même les Françaises sur les 3 Suisses, donc sur les réseaux sociaux, tant sur des choix de matières que sur des coupes, enfin des choses vraiment de co-décision. Ouais. Comment ça s'organise à travers les réseaux sociaux, on a posé plein de questions, ils votent, il y a une vraie participation. Donc ça a eu le succès. On espérait. Ouais. Moi, je suis, comme tu l'as vu depuis le début du parcours, je suis très opérationnelle. Donc la première chose que j'ai faite aussi, c'est d'aller rencontrer plein de clientes. J'ai fait un peu le tour de France et j'ai été rencontrer plein de clientes, leur comprendre pourquoi elles adoraient 3 Suisses, pour celles qui adoraient 3 Suisses, mais aussi celles qui avaient abandonné, pourquoi elles nous avaient abandonné, parce que c'est hyper important de comprendre leur feedback. Donc ça a été la première étape aussi de tout ça. On a eu des dizaines de milliers de réponses sur des questionnaires sur tout ça aussi qu'on a envoyés. Là aussi, ou pas forcément sur les réseaux sociaux, mais on a capitalisé sur notre base de données où on a fait participer nos clientes ou anciennes clientes. Et puis plus récemment, on a lancé une initiative dans cette veine-là, les stylistes. On avait lancé en janvier Imagine 3 Suisses sur les réseaux sociaux et les stylistes plus récemment, puisqu'on s'est dit, en fait, on va co-construire les prochaines collections avec 6 femmes. Elles ont postulé, les gens ont voté
Sur les 20 premières, celles qui ont eu les plus de votes, on les a rencontrées et nous, on en a choisi 6 qui sont en train de co-construire avec nous les collections de demain. Donc, en gros, notre idée, c'est de se dire 3 Suisses, ça va être au contraire une marque patrimoniale qui appartient à toutes et sur lequel c'est pas Karine Schrenzel qui va faire la décision de la mode, etc., mais toutes les femmes qui vont travailler ensemble pour construire leur mode. Voilà. Wow. Et donc ça, c'est notre vision. Et alors, vous arrivez à exploiter facilement la quantité de données que vous avez collectées. Ouais, c'est un vrai gros boulot. Challenge, ouais. Bien sûr, c'est un gros challenge. Mais c'est aussi la beauté c'est ce que je dis. On me dit alors, toi, t'es contre le côté trop data, etc. Pas du tout. Faut juste... Je pense que l'humain et la data, les deux peuvent faire bon ménage. Il faut juste savoir, faut exploiter cette data pour mieux parler au consommateur. Mais après, on n'est pas obligé de lui mettre quelque chose de totalement déshumanisé. Donc, effectivement, on a un vrai enjeu data qu'on a beaucoup travaillé. Pour mieux comprendre, segmenter, cibler nos consommatrices et puis après pouvoir leur apporter la réponse qu'elles attendent en fait. Et on s'est rendu compte que justement une des réponses qu'elles attendaient, c'était de pouvoir en fait faire partie de cette aventure. Partie prenante. Ouais. C'est quoi du coup pour toi les prochaines étapes de 3 Suisses J'imagine que tu as une roadmap. Oui, qu'est-ce que tu peux me dire? Je peux pas tout dire, mais il y a un gros relancement qui va s'opérer en septembre. Donc là, beaucoup de choses vont changer. Ça va être un beau gros challenge pour nous et on y arrivera justement que si, bien sûr, l'équipe nous accompagne, mais aussi les femmes et les Françaises nous accompagnent dans cette aventure. Bon, ça c'est une génial. vraie aventure entrepreneuriale, ouais. C'est génial. Et Shop Invest, alors, c'est quoi vous allez continuer ou mettre une pause dans les investissements Est-ce que le fait que tu sois engagé opérationnellement de façon très appuyée dans les 3 Suisses, c'est Olivier qui l'est plus sur les autres catégories. Est-ce que ça a une incidence ou est-ce que vous allez continuer sur le chemin que vous aviez déjà commencé à prendre? Écoute, là, c'est sûr qu'on est bien occupés, ça c'est certain. En revanche, voilà, il faut jamais dire jamais. On reçoit régulièrement des dossiers, on regarde. Et ça dépendra aussi un petit peu des opportunités, de ce qu'on voit. Voilà, mais c'est sûr que là, on a un peu de boulot quand même en ce moment. Ouais, je comprends. On ne chôme pas complètement. Karine, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges. Qui ont été hyper enrichissants. Vraiment, merci pour ta générosité et ta bonne humeur qui est vraiment agréable à entendre. Avant qu'on ne se quitte, 2 petites questions. Une première qui est la suivante. Le couple e-commerce et transition énergétique, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Aujourd'hui, on enregistre cet épisode en juillet. Il fait 42. Oui. Et c'est un peu particulier. Si je te pose la question, c'est parce que c'est une thématique qui est un peu absente. Oui. Qui, je crois, nécessite d'être réfléchie. C'est-à-dire que quand je te pose la question, je ne m'attends pas à ce que tu me dévoiles une grande vérité sur le sujet, mais qu'est-ce que ça t'inspire, en fait, tout ça? Alors, tu as raison, déjà là, on a réussi à tenir sous cette chaleur pour l'interview. Mais je pense que c'est indispensable que ça nous inspire tous quelque chose parce qu'il faut quand même prendre conscience de ce sujet et qu'aujourd'hui, finalement, c'est un sujet dont les entreprises, pour moi, doivent s'emparer également et pas juste attendre que ça vienne du politique ou voilà. Chacun doit en prendre conscience et je pense que les jeunes générations, d'ailleurs, là-dessus, sont beaucoup plus regardantes à titre personnel et je trouve ça génial. J'ai plein de jeunes dans l'équipe et je trouve ça super parce qu'ils ont souvent cette vue très responsable. Et moi, je te l'ai dit un peu plus tôt, j'ai aussi 3 enfants. J'ai envie de laisser quelque chose où je me dis j'en suis quand même fière et je leur explique que voilà, on fait des choses aussi bien. Donc moi, j'y réfléchis beaucoup. Alors on va pas tout transformer en 6 mois, c'est un gros challenge, faut pas se mentir, mais quand j'ai revu le parc par exemple de nos fournisseurs, quand j'ai racheté, au moment du rachat, je dis oui, mais alors là il y a pas de made in Europe, il y a pas de comment ça se passe, il y a pas de matière un peu naturelle, etc. Alors il y en avait un peu, mais et donc un de mes premiers challenges et que j'ai entrepris, c'est de dire on va revoir ce parc de fournisseurs et
on va pas tout changer en 3 jours. Faut pas faut pas se mentir, ni même en 1 an. C'est pas un truc où on claque des doigts et ça peu sur le long Mais en terme. tout cas, je l'ai inscrit dans la feuille de route des 3 Suisses. On a commencé à lancer une première collection capsule entièrement made in France il y a quelques semaines, fin juin. Et c'est quelque chose vers lequel on va s'inscrire de plus en plus. Là, pour la rentrée, je te disais, avec le relancement de septembre, je travaille beaucoup là-dessus parce que je veux qu'on ait une démarche beaucoup plus responsable. J'en parle tous les jours aux équipes parce que je veux que ça transparaisse dans l'offre produit. Et ça, on le verra en septembre, mais je pense qu'on va réussir à avoir une offre produit beaucoup plus naturelle en termes de matière, beaucoup plus responsable, éco-responsable et beaucoup plus européenne. Et donc, j'en suis très, très, très fière. Ça a été un de mes... Voilà, merci. Et puis, j'y pense aussi dans tout parce que ça doit transparaître aussi dans la livraison, dans plein de choses. Donc, on est en train de regarder les emballages. Est-ce qu'il n'y a pas des plastiques qu'on peut supprimer? Voilà, donc c'est des petites choses parce que c'est une somme de petites choses qui feront qu'on adhère tous à ça. Mais je pense que c'est indispensable et de se dire aujourd'hui, finalement, ça ne change rien, un petit plastique de plus ou de moins. C'est pas la bonne démarche. C'est à cette somme de petits plastiques qu'on va supprimer qui feront que voilà, on fait en plus quelque chose de bien et pas juste du business. Mais c'est génial. Voilà. Bravo. Vraiment, merci beaucoup pour ça. C'est très inspirant et je pense qu'il y en a plein qui devraient s'inspirer de cet exemple-là. Merci 1000 fois, Karine, d'avoir partagé ton temps avec nous pour cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est une vraie satisfaction. Donc, merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. 5, pas 4, sinon ça fait pas grand-chose. C'est comme ça que le podcast émerge un peu. Et puis, partagez autour de vous le lien ou le nom du podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt. Merci Cyril, merci à tous. Au revoir. Au revoir.